Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 20 décembre 2021. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera d'Ethereum également. On fera aussi un point macroéconomie. On parlera du marché américain, de taux d'intérêt, etc., etc. Et on parlera de Mana qui est revenu en commentaire. Et on parlera justement de Mana qui se met à retracer, donc il pourrait offrir des prix intéressants. Et quels seraient les prix intéressants pour investir dans le Mana si celui-ci nous intéresse après cette phase beaucoup euphorique. Alors, le Bitcoin qui suit un petit peu la pattern qu'on a vu ensemble, je sais pas si vous vous souvenez, où justement, vendredi, dans le brief, je disais qu'en gros, il y a de grandes chances qu'on allait venir sous ces creux ici pour chasser les acheteurs. Donc là, en gros, j'avais identifié une petite box, vous pouvez... Enfin, là, je l'ai supprimé parce que, voilà, j'ai fait le brief avec les élèves. Mais en gros, qu'on allait venir sous ces creux pour avoir un énième retour en zone de rechargement de short, parce qu'on est dans un marché, à mon humble avis, qui cherche justement à accumuler des vendeurs, et donc des shorteurs sur les contrats dérivés, tout en sortant au maximum d'acheteurs. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que ici, le fait de, comme je disais vendredi, dans les explications, le fait de venir chasser tous les creux à chaque fois, par exemple, ici, ok, ou les creux ici, ça permet de sortir les acheteurs qui entrent sur ces petits rebonds parce qu'ils mettent leur stop sous les creux, ce qui fait qu'on les sort. Ok. En gros, je m'explique. Quand vous avez ici, par exemple, un rebond de marché, et qu'il est acheté par beaucoup de gens, les gens, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils foutent leur stop sous le creux ici pour se protéger. Ce qui fait qu'en gros, il y a beaucoup de stops à venir chercher ici. Ce qui fait que le marché, s'il vient ici, tous ceux qui sont rentrés à l'achat ici se font sortir, donc le train se décharge. Et si on fait ça à chaque fois, pareil, les mecs qui rentrent ici à l'achat, on les sort. Ça permet justement de dégager tous les stops. À nouveau ici, ok. Et ceux qui, du coup, viennent shorter le marché, sur le mouvement baissier, bah ils ont raison quelque temps, mais eux, ils mettent leur stop où, à ce moment-là, au-dessus des sommets, ce qui fait qu'il y a beaucoup de stops de vendeurs qui s'accumulent au-dessus des sommets ici. Et donc on sort les acheteurs, ça sort des acheteurs, donc le train se décharge d'acheteurs, et on accumule le train de vendeurs. Et donc là, c'est exactement ce schéma qu'on a ici. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que le marché va repartir au nord pour ça, mais ça veut dire qu'il y a de grandes chances, si un mouvement baissier dans tous les cas se prépare, qu'on ait de grandes chances de venir nettoyer toutes ces zones de prix ici, donc en gros qu'on fasse tôt ou tard un truc comme ça, si vraiment ce marché est baissier, on fera un truc comme ça. Ok. Maintenant, si ce marché est en train de poser un bottom, on est clairement, et là c'est sous nos yeux, en train de à chaque fois sortir tous les acheteurs. Ici, j'ai mon creux, j'ai mon rebond, les gens achètent, hop, on vient nettoyer dessous, on rebondit à chaque fois. J'ai mon creux, les gens achètent, on vient nettoyer à chaque fois, on sort les acheteurs, on sort les stops. J'ai mon creux, on rebondit, on pourrait faire pareil, ici renettoyer les acheteurs pour repartir, et on accumule des vendeurs dans le sens où, eux, de leur côté, les vendeurs ne connaissent aucun sommet cassé, c'est-à-dire que ce sommet n'a pas été cassé, celui-ci non plus, celui-ci non plus, celui-ci non plus, celui-ci non plus. Donc tous ceux qui shortent ici sont safe, tous ceux qui ont shorté ici sont safe, tous ceux qui ont shorté ici sont safe, tous ceux qui ont shorté ici sont safe, et tous ceux qui shortent ici sont safe. Mais le jour où le marché justement va commencer à venir chasser ces sommets, il y a plein de vendeurs qui vont être menacés justement de connaître une chasse de leur stop, voire une chasse de leur liquidation. Et à ce moment-là, c'est ce qui déclenche des short squeeze. Ok. Exemple, si on prend le mouvement par exemple de septembre 2021, donc le précédent bottom, si je viens ici, c'est exactement ce qu'a fait le marché par exemple. Ouf, ici, tac, on va venir ici. J'ai un marché dans lequel j'accumule des sommets, donc le sommet ici, enfin je vais utiliser le trait, je sais pas pourquoi je prends ça. Hop, ici le sommet ultime, ici un sommet intermédiaire, hop, ok. Et donc là pareil, un sommet, jusqu'à ce qu'on commence à péter un des sommets, donc le premier W, là les vendeurs ici sont menacés, ils se font sortir. Là pareil, on commence à péter ce sommet, ils se font sortir, on commence à péter ce sommet, ils se font sortir aussi, c'est ce qui crée ce genre de breakout, ok. Bah là c'est pareil, tout comme ici par exemple, ou sur ce mouvement baissier, on a justement une accumulation de sommets creux descendants, où ici, tous les acheteurs se font sortir à chaque rebond, tac, 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 où les vendeurs, eux, sont sereins, short, 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 ce qui fait qu'il y a beaucoup de stops qui s'accumulent au-dessus des sommets, et à un moment, ces sommets, on vient les défoncer, c'est ce qui crée le gros short squeeze. Ok. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a eu. Et donc, très généralement, c'est ce qui se passe. Si je viens sur le bottom, par exemple, de juillet, et ça, en fait, c'est un concept du marché qui permet d'accumuler une grosse majorité de gens du mauvais côté de la direction que va prendre le marché. Je m'explique ici. C'est exactement ce qui a été fait. Par exemple, ici, on accumule les sommets, on a des creux ici,
qu'on vient bouffer à chaque fois. Donc là, il y a un sommet ici, pareil, on n'y touche pas, un sommet ici, on n'y touche pas, un sommet ici, on n'y touche pas. Les acheteurs, à chaque fois, on vient bouffer leur creux. Le creux ici a été bouffé, 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 le creux ici a été bouffé également. Pourtant, les sommets sont descendants de plus en plus. Le creux ici a été bouffé, jusqu'à ce qu'on ait le petit W ici, et que là, donc là, je vais retirer tous les creux des acheteurs. Ça, c'est des concepts de liquidité de marché. Ou hop, ça, je viens ici, ici, je supprime. Là, il nous reste que les sommets à venir bouffer. Ce qui fait qu'en gros, ici, on a tous les sommets à venir bouffer. Et c'est ce qui fait que, pareil, on accumule beaucoup de gens, donc tous ceux qui shortent le marché ici, foutent leur stop au-dessus des sommets, et c'est ce qui crée ce gros short squeeze ici, gros breakout. Ok. Donc là, on n'est peut-être pas dans un cas similaire, mais ce qui me fait penser qu'on est dans un cas similaire, c'est les spreads. Donc ça, c'est le spread des altcoins. Hop, je vais retourner sur ici que Bitcoin et Ethereum. Mais si on regarde ici les spreads de tous les exchanges, donc on m'a dit pourquoi tu mets 4 fois le même indicateur, il ne donne pas la même information. Ici, ça me permet de voir les spreads, donc le sentiment des différents exchanges. Et donc là, je vois qu'on est sur des spreads négatifs partout, à part sur OKEx. Donc ici, vu que les spreads sont négatifs, il y a de grosses probabilités qu'on ait une majorité de short, entre guillemets, ou en tout cas une agressivité des shorters qui sont en train de shorter ce marché. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. À chaque fois, on casse justement les creux des acheteurs. Ici, ça a été cassé, ici, ça a été cassé, ici, ça a été cassé. Donc les acheteurs, on les sort à chaque rebond. En revanche, les vendeurs sont accumulés. Donc, hop, sommet ici, sommet ici, sommet ici, sommet ici et sommet ici. Ce qui fait que là, en gros, tous ceux qui sont en train de shorter le marché depuis le début décembre sont en train d'accumuler un maximum et un paquet de stops et de liquidation au-dessus de ces sommets. Ce qui fait qu'en gros, il y a un paquet de gens, en tout cas, il y a un paquet de liquidités qui attend sur le Bitcoin au-dessus des 52 000 $. Ce qui fait que si jamais on cherche à faire un mouvement baissier, je pense pas qu'on fera un mouvement baissier sans qu'on soit venu bouffer ces liquidités ici pour faire quelque chose comme ça. En revanche, si on prépare un mouvement haussier, le but c'est de sortir les acheteurs jusqu'à remonter, avoir un gros short squeeze pour pouvoir remonter. Chose qui avait été donc fait ici que je vous ai montré. Ou ici. Donc le même schéma est en train de se répéter. Encore une fois, l'histoire peut se répéter plusieurs fois, tout comme elle peut ne pas se répéter. En tout cas, ça c'est un schéma de marché dans lequel on cherche à coincer des vendeurs généralement. Ok. Donc voilà. C'était juste pour du coup vous montrer ça. Ou par exemple, ici, où vous avez des spreads plutôt haussiers, donc on sait que la majorité est en train d'acheter, là ici on est en train de défendre justement les sommets, les creux des acheteurs pour accumuler un paquet de liquidités plus bas. Et ici il y a un paquet de stops qui sont créés, donc on sait que sous ces niveaux il y a un paquet de liquidités à venir chercher. Ok. Et c'est ce que va faire le marché ensuite. Donc ça marche dans les deux sens. Si vous avez compris pour la version bearish, vous comprenez automatiquement pour la version bullish. Hop. Donc ça, c'est bon. Je pense qu'honnêtement, pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais juste rapidement revenir. Donc là, je vais revenir au prix actuel. Oups. J'espère que sur OBS, ça a pas fait n'importe quoi. Normalement, on est bon. Alors, je vais juste revenir ici rapidement. Tac, en daily. Non, pas en daily, en 1 heure. Je vais venir en daily ici. La divergence de momentum s'est confirmée. Donc, ce qui nous invite à penser qu'on est bel et bien évidemment dans une grosse zone de combat ici. Généralement, les divergences annoncent des ranges. Donc, ici, on évite toute attaque baissière. Enfin, je dis, il n'y a pas de normalement. Mais en termes de probabilité, vu que les acheteurs ont dessiné cette divergence, tant que le momentum n'est pas baissier de nouveau, il y a de grosses probabilités qu'on ne connaisse pas l'attaque baissière. Donc le marché est en train de longer cette trendline. Rappelez-vous ici, cette mèche, on est en train de la combler aussi, de plus en plus, avec des corps de chandelle ici. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne combler le plus possible cette mèche, jusqu'à avoir cassure de trendline. Probablement que les gens ici vont crier à la lune. Il y aura une non-volatilité derrière jusqu'aux expirations des options pour la structure ensuite, et là, un réel breakout aussi, très très probablement, si ce marché est en train de tenter un retournement de marché. Ok. Techniquement, on a les premiers signaux, mais c'est pas encore trop ça. Maintenant, je vous fais un point ici de macroéconomie. Alors, on a ici, alors où est-ce qu'elle est ma chart Ici. Alors, on a le S&P 500 qui pourrait connaître un retournement de marché. C'est-à-dire qu'en gros, ici, donc ça c'est l'indice américain, donc le S&P, je pense que le Nasdaq, ça devrait être assez similaire, à vérifier. Pas trop similaire, mais ça y ressemble quand même. Enfin, dans la structure, c'est un peu différent, mais ça y ressemble. Alors, le S&P 500 qui est bloqué sur le niveau des 3700 points depuis très longtemps, je pense que ça se voit très bien ici. On a créé une grosse résistance ici, donc là, c'est clairement... là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui permettent de bloquer ce marché ici. Donc, le marché américain a du mal à passer les 4700 points. Donc,
surtout pendant les périodes de taxes aux États-Unis, hein, donc c'est pas là où on a les momentum les plus forts en fin d'année, donc c'est assez cohérent. On a surtout un M-top qui pourrait se former sur le S&P 500. Si ce M-top casse, mais qu'on n'a pas une volatilité hyper élevée, qu'on n'a pas une crise de liquidité, peut-être que le marché crypto ne sera pas impacté. En revanche, si on a gros retour de volatilité sur le S&P, admettons, gros mouvement violent, ok, accompagné avec du FUD, le variant Omicron, etc., 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 c'est clair que ça pourrait créer une crise de liquidité et le marché crypto pourrait en pâtir de ça, tout simplement. Donc à ce moment-là, pourrait connaître une pression, une phase vendeuse. Pour moi, honnêtement, je vois pas les raisons d'une chute actuellement. Enfin, en gros, une grosse pression vendeuse sur le spot du Bitcoin, j'en vois pas les raisons. Parce qu'on a nettoyé sur les contrats dérivés, les open interest sont au plus bas, les spreads sont négatifs, ce qui veut dire que le train était déchargé d'acheteurs. Le Bitcoin, à chaque fois qu'il fait des gros mouvements baissiers, c'est généralement pour liquider justement des acheteurs. Ces acheteurs ont été liquidés ici. Donc il n'y a pas de raison technique, entre guillemets, à ce que justement on vienne déclencher un mouvement baissier. Si on le fait, pour moi, la seule et unique raison d'une seconde jambe baissière sur le marché crypto, ça sera accompagné justement d'une jambe baissière sur le marché américain. Donc pour moi, c'est le seul risque qui plane actuellement sur le marché des cryptos, c'est à cause du marché américain qui pourrait connaître une crise de liquidité et à ce moment-là, le marché crypto pourrait suivre, tout simplement. Également, ce que je vais ajouter ici, c'est que si ce M-top se forme, oui, retracement, un retracement style premier arrêt pourrait être réaliste, admettons, pourquoi pas. Là, je sais que ça peut faire peur, mais ça ferait un retour dans les 3700 points environ, 3700 points. À ne pas négliger, j'ai pas le momentum ici, mais je vais vous le montrer. Hop, ici, on a de nombreuses divergences baissières qui se sont formées depuis très très longtemps ici sur l'indicateur, donc alerte, alerte, alerte dans la dynamique, les acheteurs perdent de force, donc le marché monte, mais il monte avec faiblesse. Néanmoins, William toujours en état d'enfoncement, donc tant qu'on y est, ça montre que la tendance reste quand même présente. Maintenant, le signal très néfaste, ce serait si William quitte l'état d'enfoncement, comme ça a été le cas en février 2020. Ici, ou pareil, il y a des divergences baissières, les divergences se forment, les divergences se forment. Je vous montre un petit peu, hein. Mais ici, tac, tac, ici, divergence, 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 divergence. William hors d'état d'enfoncement, hop, gros décrochage. Et accompagné ça par le fameux Covid. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième mouvement similaire qui se prépare? C'est-à-dire ici, une sorte de crise de liquidité qui fait qu'on ait un gros dip sur le marché américain. Tout ça accompagné par le fameux Omicron pour remettre du feu sur le marché et justifier ce mouvement baissier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le plan qui risque à ce moment-là, les cryptos seront impactés tout comme elles l'ont été en mars 2020 lors du crack ici justement du marché américain. C'est à ne pas négliger comme possibilité. Maintenant, je vais vous parler ici des taux justement à long terme, enfin des taux d'intérêt américains. Donc ici sur ma charte ici. Donc vous avez en dessous les taux américains, je vais passer en mensuel, enfin, les taux d'intérêt aux US, ok, et vous avez en haut la masse monétaire. Donc là, ça je vais le noter, masse monétaire ici. La masse monétaire, c'est quoi? C'est en gros tout l'argent qui circule, ok. Ici, vous avez donc le S&P 500, hop, donc la cotation du S&P, et en dessous, vous avez les taux d'intérêt aux US. Donc là, on voit une chose claire, qui est que les taux à long terme chutent. Plus les taux chutent, plus on peut emprunter de l'argent avec un taux faible. Donc plus cet argent peut aller dans les marchés, plus les marchés sont bullish. Parce que là, vous me suivez. Les taux chutent à long terme depuis les années 80. Plus le S&P 500 monte, plus le marché américain monte. Ok. Donc la bonne période pour les Américains, en gros, c'était jusqu'aux années 80, où il y avait un pouvoir d'achat très fort pour les citoyens américains. Depuis, le pouvoir d'achat des Américains chute depuis les années 80. Ici. Pourquoi ça? Parce que justement, il y a beaucoup de dévaluation monétaire. Plus les intérêts chutent, plus on peut imprimer de l'argent, comme on le voit ici. Des taux qui ont bien chuté en 2019, ici jusqu'en mars 2020, et où les taux sont quasiment négatifs, en neutre. Ce qui fait qu'on a une grosse accélération de la masse monétaire, donc une grosse accélération de l'argent envoyé sur les marchés, ce qui fait que ça peut bien faire pumper les marchés. Je pourrais aussi vous ajouter l'impression de stablecoin, hein, pour les crypto-monnaies, c'est pareil, beaucoup de stablecoins créés, beaucoup d'argent qui ont été envoyés sur le marché crypto, donc les prix ont pu pumper. Bon. Donc c'est-à-dire que ici, tant que les taux resteront faibles, il n'y a techniquement pas de risque qu'on ait un bear market sur le marché américain ou d'explosion de bulles, comme tout le monde l'appelle en fait.
Pourquoi ça? Parce que les chiffres d'entreprise des GAFAM, etc. restent bons, ça je vous en ai parlé, mais tant que ces chiffres resteront bons, tant que ces grosses entreprises généreront de l'argent, normalement il n'y a pas de problème. Tant que le système bancaire va générer de l'argent, il n'y a pas de problème. Avec des taux aussi faibles, le système bancaire clairement se gave. Donc généralement, on approche sur des mouvements correctifs ou des bear markets, exemple 2000, par exemple 2007-2008, la crise des subprimes. Pourquoi? Parce qu'on a eu justement un rehaussement des taux, ce qui fait que le système bancaire se fait de moins en moins de pognon, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les corrections peuvent arriver. Et également, ici, pareil, quand Trump gueulait de 2016 jusqu'à 2019 sur la Fed en disant baisser les taux, baisser les taux, baisser les taux, bah c'est pareil ici. Les taux ont commencé à remonter. Quand ça se met à remonter, ça commence à puer un petit peu, faut les baisser. Et derrière, c'est ce qui arrive justement, ce genre de crack. Et ensuite, on baisse les taux. Vous voyez, si les taux reviennent à 0, ou à 0,25 ici, donc des taux très très faibles, des taux d'intérêt très très faibles, le système bancaire se regave, on peut imprimer, enfin prêter de l'argent. D'ailleurs, on m'avait fait une remarque assez drôle qui était quand je dis imprimer de l'argent, c'est un terme ici, ça veut dire créer de la masse monétaire. Je parle pas d'imprimer des billets, de les mettre dans une valise et de les envoyer ici, etc. Non, bien évidemment. Enfin, il y en a quand même de l'impression monétaire. Et quand je parle ici, c'est une augmentation de la masse monétaire, ok? Bien évidemment. Donc ici, ça se voit ici sur cette masse monétaire. Donc on crée de l'argent, on imprime, entre guillemets, on crée de l'argent avec un taux d'intérêt très faible pour le prêter à un intérêt plus important. Ok, c'est ce que font les banques. C'est ce qui fait que, par exemple, si on regarde les banques, elles se gavent. Et ici, si on va sur Finviz, c'est un truc que je pourrais regarder. Hop. Par contre, je connais plus le ticker. Bank of America, c'est quoi leur ticker à eux? Bank of America. Alors, quand on regarde ici, par exemple, là, les chiffres court terme de la Banque d'Amérique ici, que nous indiquent les chiffres? Les chiffres nous indiquent qu'ils se font de l'argent. Ici, les incomes sont positifs, donc ils se font des revenus, ça, il n'y a pas de problème. Les chiffres court terme, ici, donc les estimations pour les 5 prochaines années sont plutôt haussières également. Pour l'année prochaine, il y a une légère baisse, à voir si bah, ça va réellement arriver. Hein. Ici, sur cette année, ils estiment qu'il y a un ralentissement ici, contrairement aux précédentes années, mais ils continuent de générer de l'argent. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas sur des incomes qui sont négatifs. Et contrairement au précédent trimestre, là, pareil, les mecs ont fait justement des profits. Okay, les mecs ont fait des profits sur le précédent trimestre. Donc les gars génèrent toujours de l'argent. Donc ici, si on prend la Banque d'Amérique se fait toujours du pognon. Okay, et donc ça, c'est vraiment à regarder pareil. Quand les bear markets arrivent ou quand les grands retracements arrivent, c'est vraiment que ici, on arrive sur des plafonds de revenus pour le système bancaire. Et donc ça arrive quand on augmente trop les taux, parce que les banques empruntent moins d'argent, parce que le taux est moins intéressant pour eux, et à ce moment-là, quand le taux rechute, ils peuvent justement emprunter beaucoup d'argent, le prêter à d'autres, par exemple les Américains qui font des crédits, etc., et eux se faire une grosse plus-value. Et c'est comme ça que le système bancaire se gave, et on estime que tant que le système bancaire fait de l'argent, bah justement, ici, ça reste bullish. Et pour l'instant, le système bancaire continue de se faire de l'argent. Donc à long terme, le S&P 500 a pas trop de risques. Après, demain on a un crack. Ce qui pourrait arriver, une crise de liquidité, ça peut arriver. Mais sur le long terme, de ce qu'on voit bien, c'est que tant que les taux resteront aussi faibles, ce marché sera amené à monter sur le long terme. Et ici, c'est ce que ça nous montre. Les taux continuent de chuter. Donc, on fait d'abord passer le marché avant le pouvoir d'achat des citoyens. Et le fait de mettre des taux aussi faibles ici, bah, c'est pas très encourageant pour les citoyens, parce que ça pousse à la création de la masse monétaire. Et à ce que je sache, votre salaire, entre guillemets, enfin, le salaire des Américains, il n'a pas fait x3 par exemple. Je sais pas moi, le salaire de. On va dire un exemple bête. Mais le salaire d'un métier A, il n'a pas fait x3 en 10 ans. Pourtant, bah, la masse monétaire, la création de masse monétaire est réelle, ce qui fait que la dévaluation monétaire est réelle, et c'est ce qui fait que le pouvoir d'achat des Américains baisse. Okay, et c'est pareil en Europe, hein. Je peux aussi mettre les taux en Europe, etc. Les taux chutent un petit peu partout, les taux chutent partout à long terme. Donc ce qui fait qu'en gros, l'âge d'or, c'était plutôt jusqu'aux années 80. Après, ils ont décidé de foutre un petit peu le merdier. Mais voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Et c'est ce qui fait que également, la Fed a dit oui, on va rehausser les taux 3 fois pour l'année 2022. Ok, mais on voit que justement, les marchés chutent. Après cette hausse des taux, c'est-à-dire que les taux peuvent monter pendant 1 à 2 à 3 ans avant d'avoir une chute des marchés. Donc en gros, ici, de ce qu'on a comme information, c'est que cette fameuse accélération haussière, on pourrait s'approcher de la fin. En gros, c'est un petit peu le schéma que j'ai en tête. Ce serait donc, on va peut-être continuer de monter doucement, mais sûrement, pas aussi vite que les taux, oui, certes, vont peut-être remonter.
qui vont se rendre compte, comme d'habitude, enfin ils le savent, hein, que c'est peut-être une connerie. Et à ce moment-là, le drame il arrive, entre guillemets, la correction, comme on l'a eu ici ou en 2008. Et ils vont dire, oh là là, ça va plus, faut rebaisser les taux, buy de dip, et on repart. Comme ça. Et c'est comme ça que le marché américain fait depuis X années. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc les infos claires à retenir, les chiffres des GAFAM qui restent assez importants. Également, par exemple, si je regarde les chiffres d'Apple, qui est la plus grosse action actuellement, ou Microsoft, ça se tape entre les deux à chaque fois. Alors Microsoft, les chiffres restent positifs. Donc Microsoft continue de se faire de l'argent. Si on regarde Apple, par exemple, donc là je prends les deux plus gros, hein. Apple, pareil, les chiffres sont toujours excellents. On parle quand même de mecs qui font des revenus, mais colossaux, hein. Vous avez les chiffres juste ici, si vous êtes intéressé à les regarder sur Finviz. Donc est-ce qu'il y a des raisons ici, pareil, que ces GAFAM puissent mettre fin à leur cycle haussier? Non, tant que ces GAFAM ici vont continuer d'exploser les chiffres en termes de revenus, techniquement ces GAFAM devraient monter. Et les GAFAM portent justement le marché américain. Donc j'exclus pas, vu la structure actuellement du marché, potentiellement un retracement du marché américain, donc un petit mouvement on pourrait secouer, que le marché crypto pourrait suivre ça, mais le fameux bear market dont tout le monde call et qui n'arrive pas parce que les taux restent aussi faibles. Et un bear market n'arrivera pas avec des taux aussi faibles. En revanche, si on les monte au fil des années, à ce moment-là, oui, il y aura un mouvement style bear market ou de retracement qui arrivera. Voilà, je voulais insister là-dessus. Alors, du coup, je passe sur Ethereum rapidement. Donc, Ethereum, toujours spread négatif aussi un petit peu partout. Binance, bon, ok, que c'est positif. FTX négatif, Bybit, ça redevient positif. Ok, donc l'espoir peut revenir un petit peu sur Bybit. Je pense qu'on a besoin de justement de toujours faire flipper sur Ether. Donc là, on voit les nouveaux creux ici à venir manger. Donc pour moi, il y a de grandes chances qu'on puisse venir sous ces creux ici, même sous le creux qui a été trouvé ici, probablement sur Coinbase, pour continuer de chasser de la liquidité. Et pourquoi je dis ça également? C'est parce que ici, je le vois sur la paire Ethereum Bitcoin, les divergences baissières se sont formées. Et là, si on commence à voir ce M-top ici, ça pourrait indiquer que Ether va se mettre à retracer contre Bitcoin. Donc en gros, Bitcoin, lui, pourrait rester dans son range qu'on a identifié, dans la zone de combat. Lui, Ether pourrait continuer de retracer un petit peu plus que le Bitcoin pendant ce moment-là. Et donc, ça, c'est vraiment une période court terme, honnêtement. C'est une période court terme. En gros, ce qui veut dire que Ether pourrait venir chasser un petit peu en dessous ici. Ça dépend des exchanges. Bitstamp, c'est 3004, Coinbase, c'est 3005. Binance, il me semble, c'est même 3300. Enfin, voilà, il y a eu une crise de liquidité aussi sur le marché récemment, donc ce qui fait qu'il y a des mèches un petit peu à des niveaux de prix différents. Mais ici, pour l'instant, je vois pas encore de signe de retournement sur Ethereum, hein. Si on passe la charte comme ça, c'est pas hyper bullish non plus. Donc, pour l'instant, on privilégie un retest ici du bas de cette mèche, hein, probablement à venir, donc au niveau des 3400 $. Et ensuite, on verra bien. On verra bien. Grande chance, hein, de trouver un bottom entre du 3002 et du 3600 $ sur l'Ethereum. Également, en termes d'options, vous savez, grande chance d'ici le 31 décembre de rester entre 3002 et 3800 vu les contrats options. Mais pour l'instant, toujours aucun signe de retournement sur Ethereum et toujours aucun signe de momentum haussier sur Ethereum non plus. Là où Bitcoin a un momentum haussier, lui, hein. Donc on voit bel et bien ici que Ether Bitcoin commence à perdre un petit peu de force, qui pourrait justifier un petit retracement sur la paire Ethereum BTC. Donc que Ethereum puisse perdre de force un petit peu pour cette fin de décembre contre le Bitcoin. Mais pour moi, à long terme, Ether reste toujours haussier contre le Bitcoin tant qu'on ne rebascule pas dans le range. Donc en gros, tant qu'on ne reclôture pas là-dessous, il n'y a pas de problème. Normalement. Après, si on reclôture là-dessous, là, ça serait à redéfinir. Mais pour l'instant, Ethereum Bitcoin à moyen long terme pour cette année 2022 reste bullish. Maintenant, sur du court terme, Ethereum Bitcoin pourrait retracer un petit peu. Donc pour 1 à 2 semaines, peut-être 3 semaines, avoir un Ether plus faible que le Bitcoin. Si bien évidemment, on perd ce niveau ici. Et pour finir, donc c'était un brief assez important, je sais. Pour finir, on parlera donc du coup de Mana, alors, qui est ici. Alors Mana, bon, on n'achète jamais une parabole, parce que dans une parabole, il n'y a quasiment pas de support, donc on défonce ça très rapidement. On voit bel et bien aussi ici au niveau de la liquidité, au niveau du volume profile, qu'on a eu un manque de business dans cette zone, donc il y a de grosses probabilités de venir combler ce manque de business. Ça, généralement, on y revient, le marché déteste laisser des trous aussi importants dans le volume profile, donc c'est ce qui fait que ce sont d'excellentes raisons de localisation. Encore une fois, comment bien localiser son marché? On prend un FIB de la précédente consolidation ou du bottom ultime. Moi, je vais prendre de la précédente consolidation pour identifier la zone de rechargement. Oups. Hop. Donc, je sais que la bonne localisation pour acheter du mana, c'est entre du 1,54$ environ jusqu'à 2,50$. Même ici, 2,48$. Et pourquoi on a eu cette mèche jusqu'au 2,48$? Ça a été très vite racheté parce que c'est des prix très très intéressants. On voit également
le gros creux ici dans le volume profile. Donc toute cette zone pourrait justement permettre à des grosses whales de capturer un paquet de liquidités. Parce qu'en gros, pour faire simple, ici, on a matérialisé un gros support. Si on bascule dessous, tous ceux qui ont acheté ce support ici sont de potentiels vendeurs à faire paniquer plus bas. Là où la smart money pourrait racheter justement cette panique entre 1,40$ et 2,40$. Donc si je voulais acheter du mana, honnêtement, je le ferais pas avant entre 2,40$ et 1,40$. En tout cas, c'est la zone qui m'intéresse. Et si on n'y vient pas, bah c'est pas grave, j'irai chasser ailleurs. C'est ça le but d'un trader. S'il n'a pas une opportunité sur tel asset, il va pas courir derrière, il va aller chercher ailleurs. Et donc là, si j'avais pas l'opportunité ici sur mana, bah clairement, j'irai chercher ailleurs. Donc là, ce qui m'intéresse sur mana, c'est entre 1,40$ et 2,40$. Maintenant, court terme, avons-nous des signes de retournement? Est-ce que le marché peut se retourner avant d'aller chercher cette zone de rechargement? Oui, il peut, mais techniquement, est-ce que c'est le cas? Donc déjà, je vais regarder les spreads ici qui vont m'indiquer un petit peu le sentiment de marché ici des intervenants. Est-ce qu'on a des contrats dérivés sur mana? Ça, c'est notre histoire. Je vais vérifier avec vous. Alors, mana USDT perp, ouais. Moins Binance, mana USDT, hop. Alors, spread négatif, ok, ce qui veut dire que les gens commencent à devenir bearish, tout comme il l'était ici, le bottom, tout comme il l'était ici, le bottom. Ici, ils sont devenus super bullish, c'est les moments de distribuer. Les gens deviennent bearish, très bien. Ce qu'il faut, c'est des structures de retournement. C'est bien que les gens soient bearish, mais il faut que le marché donne l'information qu'il se retourne. Exemple, ce genre de W permet d'indiquer justement que le marché est en train de se retourner. Ce genre de W aussi. Actuellement, avons-nous ce genre de structure? Non. Également, cette mèche ici, c'est pas bon signe. Généralement, ces mèches ici, on revient combler avec du corps de chandelle. Donc il y a de grandes chances qu'on continue comme le Bitcoin de faire quelque chose comme ceci pour venir combler ça. Et idéalement, qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Qu'on vienne faire en fait souffrir les holders qui ont acheté à des mauvais prix en gros dans ces phases-là. Quand tout le monde parlait du mana. Quand tout le monde parle d'un asset, comme dit Warren Buffett, c'est pas le moment de l'acheter, c'est plutôt le moment de le vendre. Donc là, par exemple, ça parle un petit peu trop, ça parle un petit peu trop de mana. Et donc, divergence baissière, perte de force. Les M commencent à se reformer ici. Ça, c'est des signes vraiment comme quoi le marché est en train de se retourner. M top, le marché se retourne. Pour l'instant, avons-nous des W? Non. Donc, pouvons-nous reparler d'un retournement de marché depuis le mouvement baissier? Non. On peut identifier une petite trendline ici. Hop. Donc, vraiment, hop, minime, qui a été cassé. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ce qu'il faut, c'est la structure de l'autre côté. Et donc là, quand je vois ce gros creux ici, honnêtement, sur mana, je me dis que y a de grandes chances qu'on vienne dans cette zone entre du 1,40$ et du 2,40$. C'est une excellente zone pour acheter du mana. Si vous cherchez à rentrer sur mana, honnêtement, ce serait une superbe zone. Là, de ce que je vois, c'est que le momentum commence légèrement à diverger, c'est bien. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, la force vendeuse commence à diminuer un petit peu. Et donc, tant qu'on ne trouvera pas de bottom, on sera sur une dynamique plutôt baissière, faiblarde comme ceci, pour bien faire capituler les holders jusqu'à avoir un retournement de marché. Dès que vous voyez ça, vous pouvez refoncer dans mana, il aura des signes de retournement. Chose que nous n'avons pas actuellement. Donc actuellement, je dirais que c'est trop tôt pour envisager l'investissement sur le mana, honnêtement. En tout cas, dans mon cas, pour moi, c'est trop tôt. Et j'attendrai voilà, ce que je vous ai dessiné ici qui m'indiquerait un signe clair de retournement de marché. Ce qui est bien, c'est que les gens sont bearish. Sur les contrats dérivés, les gens sont bearish. Ce qui fait qu'on sait que ce marché pourra redevenir bullish ensuite. Mais il faut que techniquement on puisse confirmer ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et admettons, si ça se fait pas dans cette zone de rechargement, ça pourrait se faire ici. Mais à ce moment-là, ça ne m'intéressera pas. Si les W se montrent ici, pareil, le marché montrera des signes de retournement évidents. Et à ce moment-là, on ne reviendra pas dans la zone de rechargement. Mais dans ce cas-là, moi, ça ne m'intéressera pas, puisque c'est cette zone de rechargement que je privilégie à l'achat. Et donc, si par exemple, je suis un débutant, si j'étais débutant, et que je suis dans une... Enfin, j'ai une stratégie de j'achète un petit peu par un petit peu, ici, ce que je ferais, c'est que je placerais des ordres d'achat de 2$ environ 48, de 2,50$, jusque 1,40$, je ne sais pas jusqu'où je vais être exécuté, mais en gros, si jamais mana vient dans cette zone de prix, j'ai vraiment du mana à un bon prix. Donc ça, c'est ce que je dois me dire. Et si, admettons, voilà, on vient me filer ici, on repart, bah, ce qui est bien dans mon portefeuille, c'est que j'ai du mana et qui prend de la valeur et que je vais pouvoir le revendre plus cher. S'il continue de chuter, bah, je peux accumuler du mana moins cher. Et donc, si j'ai envie d'investir dans le mana, cette zone est vraiment très très bien pour le faire. Et ce creux, ici, témoigne de cette bonne zone pour le faire. Parce que les creux sont vraiment des bons moyens de capturer la liquidité et les gros, généralement, viennent acheter dans ces creux. Ok. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, le meilleur moment de le faire,
c'est via du coup les modalités crypto. À ce moment du mois, le Patreon, faudra absolument attendre le début du mois. Donc juste ici, vous avez toutes les modalités pour le faire via les paiements en crypto-monnaie. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs, donc on vous répondra directement. Et on sera là pour vous répondre, tout simplement. Peu importe la question, on essaiera de vous répondre du mieux possible. Pour les paiements via le Patreon, je le répète, c'est pas avant le 1er janvier, donc ne rejoignez pas via le Patreon maintenant, rejoignez via les modalités crypto si vous voulez nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc du coup, et un bon début de semaine, on se retrouve donc du coup demain pour un prochain brief. Ciao ciao.